Alors maintenant, nous allons passer à notre dernière intervention. Donc cette dernière intervention va nous être délivrée par Stéphanie Mulot. Donc Stéphanie Mulot, elle est docteure en anthropologie sociale et ethnologie. Elle est professeure à l'université et elle est membre du laboratoire caribéen de sciences sociales, dont le pôle est en Guadeloupe avec le CAGI. Elle est présidente d'Amadest et elle conduit et dirige des recherches aux Antilles françaises depuis 25 ans maintenant sur le genre, les relations familiales, la santé, l'alimentation, la mémoire de l'esclavage. Et elle utilise beaucoup les approches féministes, intersectionnelles et postcolonialistes pour traiter de ces différents sujets. Et aujourd'hui, Stéphanie va nous parler du cercle vicieux de la violence dans le discours du président d'Emmanuel Macron du 10 décembre 2018. Alors Stéphanie, c'est à toi. Vas-tu relever le défi en 15 minutes ? Non, j'ai perdu d'avance. On essaye quand même. Alors, merci Pamela et merci Didier pour cette invitation. Donc, comme Pamela l'a dit, a priori, je ne suis pas du tout spécialiste des questions de nos institutions ou des questions de politique, mais néanmoins, je travaille sur les rapports de pouvoir, les rapports de domination et de violence. Et ce que je vous propose là, c'est une analyse sociologique et psychosociologique d'un moment particulier dans la crise des Gilets jaunes, qui est donc le discours d'Emmanuel Macron qu'il a tenu le 10 décembre 2018. Mon propos, c'est de voir comment dans ce discours se loge la violence, les violences, où elles se logent et comment ce discours va les reproduire. Alors, le 10 décembre 2018, c'est une date particulière. Alors, on est à l'acte 4 des Gilets jaunes et les actes 3 et 4 ont interrogé par rapport à ce qui a été décrit comme la violence du côté des manifestants. Mais le 10 décembre, c'est aussi la date de remise des prix Nobel de la paix. Et ce même jour se tenait donc à Oslo, en Norvège, la remise des prix Nobel de la paix à Denis Mukwege, ce gynécologue congolais qui porte assistance aux femmes victimes de violences sexuelles, et Nadia Mourad, cette Irakienne qui a elle aussi milité contre le fait que les violences sexuelles soient utilisées comme des armes de guerre. Donc on est à un jour particulier, en tout cas symbolique, et il y a aussi le discours d'Emmanuel Macron, qui est attendu pour répondre donc aux demandes, aux inquiétudes, aux revendications des Gilets jaunes qui sont dans la rue depuis plus d'un mois maintenant et qui sont sur les ronds-points. Et ce discours fait suite à une émission spéciale qui a été diffusée sur France Télévisions sur les Gilets jaunes après l'acte 3 et qui justement permettait à des représentants des Gilets jaunes d'interpeller le président. Alors ce discours, c'est celui dans lequel il va annoncer la tenue du grand débat national. Il a étonné par la posture extrêmement calme et la voix douce, sereine du président. Et moi, il m'a interpellée personnellement parce que j'y ai vu en fait la reproduction de différents types de violences et même la mise en scène théâtrale du cercle vicieux de la violence que l'on trouve habituellement dans les relations familiales ou les rapports sociaux. Alors, quels sont les types de violences qu'on peut déceler dans ce discours ? Des violences politiques, des violences du politique, je vais y revenir, des violences économiques et symboliques, des violences structurelles, des violences perverses, et ce qu'on pourrait appeler des violences de la violence. Alors, je vais essayer de définir tout ça. Pourquoi j'utilise le mot violence ? Parce qu'il me semble que ça va au-delà de la question de la domination du pouvoir et de la force, mais qu'une relation violente est une relation qui procède par la négation à l'un des protagonistes de sa capacité de négociation jusqu'à éventuellement le détruire et la négation d'obtenir une protection ou d'obtenir justice. Alors, quels sont les différents types de violences qu'on peut y voir ? Et je vais aller vite parce que je sais que je n'ai pas beaucoup de temps. Des violences politiques qui passent par l'usage de la force, de la coercition, qui peuvent aller notamment des modes de décision non négociés, quand des votes essentiels se font la nuit à 3 heures du matin en présence de peu de personnes à l'Assemblée nationale ou au Sénat, qui visent donc à imposer des décisions à tous, y compris ceux qui vont en pâtir sans qu'ils puissent être représentés, jusqu'aux violences physiques des forces de l'ordre. Et je vous renvoie par exemple à l'ouvrage de Didier Fassin, L'ordre de la force, qui peuvent se manifester par des violences policières notamment.
Les violences sont aussi des violences économiques et sociales, et notamment la question de la violence des riches. Christian Sade parlait tout à l'heure de Michel et Monique Pinson-Charlot, et je vous renvoie là à leur ouvrage sur la violence des riches, qui montre comment une poignée de personnes issues de la bourgeoisie, de la noblesse, de l'élite ou de la classe politique organisent la non-répartition des richesses, mais au contraire maintiennent une mainmise sur ces richesses en s'accaparant les moyens de production, de distribution, de communication, de signification et de mise en réseau, et en exploitant la force et la valeur du travail des classes populaires et des classes moyennes. Cette violence fait l'apologie des inégalités, qu'elle reproduit évidemment, en utilisant en plus l'exhibition de ces richesses dans les médias et en créant un ordre symbolique où les valeurs de cette classe dominante sont imposées comme incontournables et justement dominantes. Alors ça produit aussi une violence symbolique, et là je vous renvoie aux travaux de Pierre Bourdieu, la violence d'un système de domination par le langage, par la culture, par les valeurs, par les symboles, qui impose une domination sociale et une hiérarchisation que les dominés apprennent à intérioriser pour l'accepter et eux-mêmes légitimer le système d'assujettissement qui les opprime. Je ne peux pas développer, mais je vous renvoie là notamment aux travaux des féministes ou à ceux de Frantz Fanon sur les violences envers les populations racialisées et colonisées. Les violences structurelles sont celles des institutions, des dispositifs administratifs, des structures d'État, de l'entreprise, des dispositifs d'éducation qui visent à maintenir le contrôle des individus et dans des positions qui les empêchent de se réaliser en limitant leur accès aux ressources et aux canaux de la mobilité ou de la promotion sociale, en diminuant leurs conditions et leur qualité de travail, de vie, de loisirs ou leur pouvoir d'achat. Alors je vous renvoie là aux travaux notamment de Johan Geltung ou de Paul Farmer, qui montrent comment les institutions exercent des violences, y compris dans la justice, la santé, l'éducation, le social, le travail, l'entreprise, parce que l'État ne joue plus un rôle d'État-providence ni protecteur, mais produit au contraire des systèmes d'opposition comme le classisme, le sexisme, le racisme, et qu'en fait l'État organise la casse des solidarités, la casse de la protection, la casse du service public. Alors évidemment c'est majoré dans un système néolibéral, et en mettant en place des réformes qui visent à les privatiser et à désolidariser les acteurs. La violence du politique, cette fois-ci, c'est la violence des rapports entre le peuple et celles et ceux qui sont censés le représenter et faire valoir ses intérêts, le protéger, le défendre. C'est la violence des modes de représentation qui éloignent les élites de leur base et développent une forme de surdité, voire de mésalliance entre le peuple et ses représentants. Le politique, ici, cette violence du politique s'exerce donc à travers des modes de représentation, de décision, et de renforcement des inégalités et des injustices produites par cette violence. Autre type de violence, alors tout ça, ça amène évidemment à une perte de sens, une perte de valeur morale et une perte de confiance. Autre type de violence qu'on va trouver dans ce discours, de la violence perverse, cette fois-ci plus au niveau psychique. C'est celle qui consiste à faire croire que les violences organisées et mises en œuvre sont faites en fait pour le bien des personnes. Vous le savez bien, quand on maltraite, c'est pour le bien de la personne maltraitée. Donc on fait croire aux personnes violentées, et donc là au peuple exploité, qui vit cette crise de société dont vous avez tous parlé, qui va amener à la mobilisation des Gilets jaunes, que tout ce que l'on fait, c'est pour son bien, voire même que ce peuple est responsable, voire coupable de la violence qu'on lui inflige. Alors, pour terminer, sur cette première partie, je dirais qu'il y a aussi une forme de violence qui est la violence de la violence, pourrait-on dire. Et là, je vous renvoie aux travaux d'Elsa Dorlin, qui montrent comment, en fait, des systèmes de domination nient aux personnes dominées minorées leur capacité d'autodéfense et de regroupement solidaire. Elle interroge la façon dont les minorités, voire les minorisés, qui subissent et éprouvent les diverses formes de violence dont on a parlé, sont aussi restreints, voire limités, ou niés et culpabilisés dans leur droit à se défendre, dans leur capacité à l'autodéfense. Comment l'État utilise cette violence pour justifier ensuite toutes les autres et accuser les minorisés d'être eux-mêmes violents dans leur façon de dénoncer ou de s'opposer à la violence qui les opprime. Alors, ce cumul de violences conduit évidemment
ce qu'on trouve dans la société et dans ce contexte néolibéral et qu'on va retrouver dans le discours de Macron, conduit évidemment à différentes réactions de la part des personnes opprimées. Soit la destruction de leurs conditions de travail, voire la destruction des individus eux-mêmes, avec la souffrance au travail notamment qui va amener à des passages à l'acte létal, comme on dit, des tentatives de suicide, la destruction de l'ordre moral et civique, mais ça amène aussi des résistances, des mobilisations, des organisations alternatives par des nouveaux projets de la société civile, et ça produit des formes de réaction telles que la colère, l'agressivité, voire la violence des corps. Et celle-ci est-elle aussi légitime? C'est la question qui est posée dans le mouvement. Alors, le discours d'Emmanuel Macron, il se dessine en 7 séquences que j'ai découpées en fonction de différents critères, les thématiques qu'il développe, le ton de voix qu'il utilise, la posture dans laquelle il est, le personnage qu'il incarne, le public auquel il s'adresse, le discours explicite qu'il exprime, mais aussi de façon implicite le message qu'il fait passer et la violence qu'il traduit. Alors, le premier temps, on pourrait dire qu'il s'agit de frapper les désobéissants. Dans un premier moment, il rappelle à l'ordre de façon calme, il rappelle l'ordre républicain qui doit régner par tous les moyens, et il est dans une logique martiale, voire presque militaire. C'est le chef de l'État et le chef des armées qui s'adresse avec un ton de voix appuyé, assuré et tranquille aux électeurs de droite, d'extrême droite, à la France qui n'a ni la casse ni le désordre, au monde et à l'Europe qu'il doit rassurer. Et ce faisant, il dénonce la violence des manifestants et des casseurs en disant « nous les avons tous vus ». Donc il implique le téléspectateur pour dénoncer ceux que nous avons vus qui ont cassé et manifesté leur violence. Donc il rappelle la nécessité d'un régime démocratique qui doit s'exprimer dans la paix civile. Et la phrase clé de cette première séquence, c'est « quand la violence se déchaîne, la liberté cesse ». Alors je trouve ça très intéressant parce qu'il accuse les manifestants de mettre un obstacle à la liberté par leur violence, mais il révèle d'une certaine façon en miroir que c'est aussi toutes les violences dont je viens de parler, la violence de l'État et du système, qui se déchaînent sur la population française et qui mettent un terme aux libertés des Français. Alors il impose l'État évidemment comme détenteur de la violence légitime, et en mettant le focus sur les casseurs de la rue, il oblitère la réelle violence des casseurs de l'État et du CAC 40 qui, par différentes réformes, désolidarisent et rompent les institutions, enfin les rapports sociaux et professionnels habituels. Donc il procède à une inversion de l'origine de la violence, des violences, qui est pourtant la base de toute la réaction politique et la dimension politique du mouvement. Donc c'est une négation de cette dimension politique en niant les violences premières. Le deuxième temps, c'est ce que des journalistes ont appelé la minute Zola, où il fait preuve de ce que je pourrais appeler une compassion préférentielle et discriminante. Là, c'est Emmanuel Macron dans une posture, ouais, je sais, mais ça ne sera pas possible, dans une posture de citoyen, d'homme, qui utilise la logique émotionnelle en parlant lentement, doucement, d'un ton bas et doux, pour s'adresser à la France en détresse, celle qui exprime une colère profonde et juste, qui est indignée. La France des oubliés, des effacés, dit-il, ceux qui vivent dans une détresse à laquelle nous avions fini par nous habituer. Mais qui est ce nous qui a fini par s'habituer à de telles violences? Il revient sur la colère contre la taxe sur les carburants et en n'apportant pas de réponse à la taxe sur les carburants, il désigne ceux qui se pensent comme invisibles en disant « je les ai vus », et donc en répondant au fait qu'ils portent des gilets jaunes pour se faire voir dans leur invisibilité. Et il désigne, donc il s'adresse à cette France qui se sent invisible en disant « je les ai vus sur les ronds-points et dans la rue ». Alors à qui il s'adresse? À ceux qui vivent en couple, qui se lèvent tôt, se couchent tard et vont travailler loin, aux mamans, aux mères de familles monoparentales qui n'arrivent pas à finir leur mois. Je ne suis pas sûre qu'elles réussissent à le commencer, mais bon.
aux retraités qui touchent des pensions modestes, aux personnes en situation de handicap, aux jeunes. Et donc, en les désignant, il prétend les reconnaître et reconnaître ceux qui sont dans cette souffrance sociale en les nommant. Mais paradoxalement et en même temps, ce faisant, il produit en fait une distinction entre les faibles et les forts, ceux qui sont en bas et ceux qui sont en haut. Vous savez bien, ceux qui ne sont rien et ceux qui ont réussi, qu'il croise à la gare du Nord. Et une distinction et donc, qui vise à conforter des inégalités socio-économiques et les violences structurelles qui les produisent. Il se défausse, attendez que je me perds dans mes pages, 6. Alors, je me suis trompée. Voilà. Il se défausse de toute responsabilité sur ces inégalités socio-économiques, puisqu'en fait, il met au pilori les gouvernements et les décisions des 40 dernières années. Depuis, donc, en 40 ans, c'est de 78, donc on peut imaginer depuis la crise de 78, et en insistant sur le fait qu'il hérite. Il ne fait qu'arriver après 40 années de malaise, de mal-vivre, et donc il met au pilori tous les partis politiques qui ont gouverné la France avant lui, l'UDF, le PS, le RPR, l'UMP, LR, et il se dit héritier d'une mission qui est celle de redresser la France d'un malaise dont il ne serait pas responsable. Alors le troisième temps, c'est le couplet « Je suis responsable mais pas coupable ». Ça me rappelle quelqu'un, une certaine Georgina Dufoy. Et pourquoi n'est-il pas coupable? Parce que, dit-il, mais c'est vous qui l'avez voulu. Alors, là, c'est l'élu, le président choisi contre la candidate du FN, qui s'adresse à tous ses électeurs, sauf ceux qui ont voté pour le FN, toujours sur un ton doux, de façon lente, mais là presque ironique, voire sarcastique, pour rappeler qu'il a été choisi, qu'il agit en toute légitimité, et que cette légitimité, il ne la tient d'aucune coterie. Alors, je ne sais pas qui parmi vous sait ce qu'est une coterie, mais avant même de savoir que c'est un groupe de personnes qui défendent les mêmes intérêts, que ce soit dans une caste, une oligarchie, une chapelle, il me semble qu'en fait, ce qu'il fait là en utilisant ce terme, c'est qu'il reproduit une violence symbolique qui va justement exclure par le langage ceux qui ne pourront comprendre ce qu'il est en train de dire, et il est justement dans cette violence symbolique dont parle Bourdieu. Donc il dit qu'il détient sa légitimité d'aucune coterie, d'aucun parti, qu'il est bien l'élu du peuple, du coup, l'électron libre, qu'il se bat contre les vieilles hypocrisies et les habitudes des gouvernements précédents, et il insiste sur le fait qu'il est là, il dit « je suis là grâce à vous, je fais tout ce que je fais, je le fais pour la France parce que ce pays, je l'aime ». Alors nous voilà dans des émotions, des sentiments qui vont être convoqués à plusieurs reprises dans le discours du président. Franchement, on se demande ce que ça vient faire là, mais je pense que ça participe justement d'une confusion du rôle et de l'identité du président de la République. Il reconnaît, sans s'excuser, mais il reconnaît qu'il a pu blesser certains par ses propos, qu'il prend sa part de responsabilité dans cette réalité, mais plutôt que de s'excuser, il nie sa culpabilité en montrant au contraire donc sa supériorité, son autorité, sa souveraineté, et finalement, de façon indirecte, en amenant à culpabiliser ceux qui se plaignent. Il parle donc avec une assurance glacée et avec prétention de la mission qu'il doit accomplir, au bout de laquelle il doit aller. Il est dans une logique missionnaire face à ses fidèles, ses sujets, au peuple, dont il se positionne en tant que duce, que Führer, que conducteur, et c'est une posture qui désarçonne en fait, parce qu'il désarçonne en disant à tout le monde « mais vous avez bien voulu que je sois là, c'est vous qui m'avez élu, c'est vous qui l'avez cherché ». Bon, quatrième moment, ne nous séparons pas, restons ensemble. Alors là, c'est le président qui se positionne en homme providentiel, en grand réconciliateur, pour s'adresser à tous les Français, dont il est le représentant, pour appeler à l'union nationale, dans une logique cette fois-ci relationnelle et morale. Alors ça, c'est assez intéressant. En fait, ce qu'il dit au peuple français, c'est que c'est pas bien ce que vous êtes en train de faire. C'est pas bien. Vous êtes en train de vous diviser, c'est pas bien. Un peuple qui se divise court à sa perte. Et donc, il est sur un registre moral pour mieux, d'une part, accuser le peuple de se diviser et donc nier
le fait que c'est la politique néolibérale qui divise, et la casse des valeurs et des institutions, ce dont il a été question précédemment, qui divise le peuple. Ce n'est pas le peuple qui se divise, c'est le peuple qui est divisé. Et donc, ici, il ne parle ni des valeurs traditionnelles de la France, ni de solidarité, ni de fraternité, ni de protection sociale, ni d'égalité, mais il évoque une notion tout à fait singulière en politique, qui est celle de l'amitié. Alors, je ne sais pas si pour vous ça évoque quelque chose, l'amitié en politique, mais je ne sais pas trop ce que c'est. Et donc, il en appelle à l'amitié pour que le peuple retrouve cette union, cette unité nationale. Je ne sais pas s'il est adepte de Facebook et qu'il a beaucoup d'amis, mais bon, on n'est pas loin du « fais ça pour moi » quand même. C'est-à-dire, au nom de l'amitié, il faut se réunir. Alors, il est en complet décalage par rapport aux réalités des inégalités, de la violence sociale qui oppose les Français, qui les exploite et les détruit d'un côté, ou qui, au contraire, les enrichit ostensiblement de l'autre. Et il est dans la négation de la responsabilité des réformes du gouvernement, dans les fractures socio-économiques et les divisions politiques et morales. 5e temps, j'ai bientôt fini, je sais que j'ai dépassé, je vois que je suis à 19, mais faire des cadeaux. Faire des cadeaux et passer à l'action. Là, c'est le manager qui prend la parole avec une voix forte, ferme, pour déclarer l'état d'urgence socio-économique et social. Alors, cet état d'urgence économique et social avait été demandé une semaine plus tôt sur le plateau de France 2 par l'un des représentants des Gilets jaunes. Le manager, le chef d'entreprise, s'adresse alors aux employés en difficulté et aux employeurs en capacité, qu'il nomme la France digne de son travail, la France du mérite, pour rétablir une soi-disant justice sociale, des idées justes, dit-il, de l'équité pourrait-on croire, et là aussi, il reprend les termes qui avaient été amenés par les Gilets jaunes, celle de la justice sociale, d'idées justes, et pour lui, l'idée juste, c'est travailler plus pour gagner plus. Ça me rappelle vaguement quelqu'un, mais bon. Il annonce des mesures pour limiter les avantages industriels, pour limiter l'évasion fiscale, sauf évidemment la remise en cause de l'ISF à laquelle il ne veut pas toucher. Il annonce la promotion de la formation, de l'apprentissage, il décide de changements palpables, il annonce des changements palpables très rapidement, donner plus par une augmentation de salaire, notamment pour les SMIC, retirer moins en baissant les charges. Mais il ne dit ni comment, ni véritablement comment concrètement il va le mettre en œuvre, si ce n'est qu'il demande aux employeurs qui le peuvent, alors ça c'est une mesure quand même extraordinaire, aux employeurs qui le peuvent de contribuer à cet effort. C'est-à-dire que ce faisant, il annonce le désinvestissement de l'État, ce qui est quand même une grande injustice, des changements qu'il veut prôner. Il est dans une logique d'action et de promotion, limite à la Bernard Tapie, qui repose en fait sur la diffusion d'un espoir, mais en même temps sur la confusion totale des moyens à mettre en œuvre, et surtout sur, encore une fois, l'opposition entre ceux qui sont en difficulté et ceux qui peuvent. Donc, il crée l'espoir d'éteindre l'incendie, mais en fait en distribuant des cacahuètes, puisqu'il propose des mesures économiques pour résoudre une crise, vous l'avez dit, qui est avant tout politique et dont il nie encore une fois la dimension. Il refuse la remise en question du politique qu'appelle l'insurrection des Gilets jaunes et donc il propose juste un écran de fumée. 6e séquence, j'ai bientôt fini, proposer une lune de miel et promettre des changements et des réformes. Alors là, c'est la séquence la plus longue, le roi Macron parle. Il annonce avec une voix enthousiaste à ces sujets un ensemble de réformes ou de pseudo-réformes institutionnelles, organisationnelles au niveau de l'État. Il annonce la réforme des institutions, du suffrage universel, de la retraite, du chômage, du service public, l'organisation d'un État, la réforme de l'organisation de l'État trop centralisé. Il annonce qu'il faut aller vers l'équilibre fiscal, l'augmentation des qualités du quotidien, qu'il faut discuter de l'identité et de l'immigration parce que oui, il faut s'y confronter. Et il annonce donc la tenue du grand débat national en disant qu'il veut être au plus proche du terrain. Alors tout ça, c'est je, pendant 5-6 minutes, je et nous. Je demande. Et
moi, ce qui m'a surpris, Jackie parlait tout à l'heure du scandale du fait que le chef de l'État soit dans les écoles. Moi, ce qui m'a interloqué là, c'est qu'il annonce un grand débat national, mais en même temps, il dit qu'il veut le coordonner, qu'il veut être avec les maires, qu'il veut être sur le terrain. Et je me demande si, en fait, d'une certaine façon, c'est pas encore une façon de nier la capacité de la société civile à s'auto-organiser. Qu'est-ce que le président fait au sein de la société civile à vouloir décider ce qui doit se dire, et en plus, il va limiter les thématiques qui peuvent être abordées dans ce grand débat. Donc, en fait, le roi embrasse son peuple, mais comme vous savez, qui trop embrasse mal étreint, voire étouffe. Il n'est pas à sa place. Dernier moment, alors il est à la fois dans le royalisme et dans le populisme, dans ce moment-là. Dernier moment du discours, rien ne sera plus jamais comme avant. Il dit, nous ne reprendrons pas le cours normal de nos vies. Mais en gros, ce qu'il annonce, c'est que nous ne pouvons pas nous séparer. D'une voix confiante et solennelle, Emmanuel Macron, souverain, évoque un moment historique qui pourra se traverser uniquement dans le dialogue, le respect, l'engagement, la paix, et que nous réussirons en nous mettant à la tâche. En fait, il annonce que donc il ne peut pas, le peuple, la France ne peut pas se diviser, ne peut pas se séparer, que le peuple ne pourra pas se passer de lui comme lui ne peut pas se passer du peuple, et il finit par dire « Mon seul souci, c'est vous, mon seul combat, c'est pour vous, notre seule bataille, c'est pour la France. » Alors, ça, c'est une façon aussi de confondre l'identité des interlocuteurs, c'est-à-dire non, Emmanuel Macron n'est pas le peuple français, même s'il doit le représenter, mais il ne l'est pas, ce n'est pas une question identitaire. Il y a une confusion perverse entre le vous et le moi, vous êtes moi, qui induit une sorte d'identification entre l'agresseur et l'agressé, et qui induit une réitération de l'accusation du statut de coupable à toute personne qui refuserait un tel pacte. Alors, pour conclure, les différentes phases, frapper, faire preuve d'une fausse compassion en minimisant la souffrance de l'autre, formuler de fausses excuses pour mieux culpabiliser l'autre, refuser la division et la séparation, promettre des cadeaux et des actions, laisser croire à un changement et à une lune de miel, et nier la subjectivité et la différence de l'autre en le confondant avec sa propre identité, ça constitue les différentes étapes du cercle vicieux de la violence, tel qu'on peut le rencontrer, notamment dans les violences conjugales, les violences familiales, et qui a été décrit par notamment les psychologues, et qui indique que quand on est dans ce cercle vicieux, ce que cela prouve, c'est que l'agresseur ne s'arrêtera jamais. C'est-à-dire qu'il est dans un cercle vicieux qui repose sur l'expression d'une domination et d'une mainmise dont il ne pourra pas sortir. Et c'est assez intéressant parce que je trouve que ça reprend, je suis à 26 minutes, je suis désolée, hein, ça reprend le symbole du rond-point, sur lesquels les gilets jaunes bloquent, mais avec un rond-point, ça a plusieurs entrées, plusieurs sorties, et donc la question, c'est comment on va en sortir. Ça ne viendra pas d'en haut, la sortie, et effectivement, on peut au contraire s'inquiéter. Enfin, à l'époque, on pouvait s'en inquiéter quand j'ai commencé à réfléchir sur ce discours, et je crois que la suite a conforté malheureusement cette hypothèse, qu'au contraire, on allait atteindre des niveaux de violence encore plus importants, et on l'a vu notamment avec les violences policières, mais aussi les violences symboliques et politiques, notamment dans les réformes annoncées qui se sont produites depuis. Je vous remercie, je suis désolée, je suis bavarde, mais...